Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un véritable pavé qu'aura jeté dans la mare notre consoeur de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, Angela Akpedia, le 1er mai dernier. L'affaire dite de harcèlement sexuel continue de défrayer la chronique au point de nous livrer chaque jour que Dieu fait des épisodes aussi pathétiques les uns que les autres. L'étau semble se resserrer autour des auteurs de cette pratique prétendument érigée en règle dans nombre d'administrations au Bénin depuis que le chef de l'État Patrice Talon s'est personnellement saisi du dossier pour y voir un peu plus clair. Quelle analyse suscite aux journalistes cette actualité? La question sera au cœur du débat avec les confrères déjà en plateau. La réouverture des classes avec les nouvelles conditions et mesures annoncées fera également l'objet de débats au cours de cette émission. Chers téléspectateurs, vous êtes sur Carré Politique, l'acte 1 de notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité. C'est juste derrière ceci. Et comme à l'accoutumée, pour décortiquer les deux sujets que je viens d'annoncer, j'ai avec moi en plateau deux confrères. Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Gabin. Vous êtes un habitué de votre émission qu'on ne présente plus. Vous êtes analyste politique. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et face à vous, pour faire le débat, un nouvel habitué, une nouvelle figure sur ce plateau de décryptage. Félicien Fayon, bonjour. Bonjour Gabin et bonjour à tous les téléspectateurs. Oui, merci. Ils vous répondent à leur façon. Vous êtes donc journaliste. Vous officiez de l'autre côté du quotidien Le Matinal. C'est bien ça. C'est votre première apparition sur ce plateau. Merci. C'est vrai que j'étais déjà venu ici, mais bon, sous une autre casquette. Voilà, en tant qu'invité. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous explique très rapidement le principe de l'émission. Il s'agira pour vous, dans un premier temps, d'attribuer une note, de noter l'actualité qui fera objet de débat. Et par la suite, vous allez argumenter votre note en évoquant les arguments qui vous auraient poussé à attribuer la note. Et je commence par vous, Alphonse Moïse Soudé, par rapport à cette actualité relative, bien entendu, au harcèlement sexuel. Quelle est votre note? Je donne la note 7. Vous donnez 7. Et vous, Félicien Fagnon? Moi, je donne la note 3. Vous attribuez la note 3. Tout à l'heure, vous allez argumenter, vous allez justifier cette note-là. Je commence par vous, Alphonse Moïse Soudé. Vous avez vu notre consoeur Angela Akpedia qui a brisé l'omerta. Elle a eu beaucoup de courage, visiblement. Oui, justement, c'est par rapport à ce courage-là que j'ai donné la note 7. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on ne soit pas hypocrite, c'est un phénomène qui sévissait dans la presse. Pas seulement dans la presse, mais qui sévissait dans l'administration béninoise. Que ce soit l'administration publique et privée. Mais personne les victimes n'avaient pas eu cette possibilité-là de monter au créneau pour dénoncer cet état de choses. Ouais, elle est allée directement sur la toile, sur Facebook, où il y a beaucoup de personnes quand même qui ont lu. Donc, je salue d'abord ce courage, je salue cette perspicacité d'avoir choisi de dénoncer un phénomène qui ne permet pas à la femme de donner le meilleur d'elle-même. Et je salue aussi l'implication directe et sincère du chef de l'État. Parce que on va y revenir. Quand vous êtes une femme et que vous allez au travail et vous n'avez pas le cœur tranquille, vous n'êtes pas rassuré qu'on va vous exploiter en tenant compte de vos performances, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. D'accord. Quand on n'exploite pas à fond vos performances, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Je vais venir à vous, Félicien Fayon. Comment appréciez-vous généralement cette actualité? Pour moi, c'est une mauvaise actualité qui est venue à un mauvais moment donné aussi, parce que je pense que dans la presse, c'est notre corporation qui est... oui, ben c'est notre corporation. Mais je pense que dans la presse, il y a des sujets plus sérieux, plus importants et plus donc inquiétants que ça. Il y a des choses qui se passent mieux que cela. Et pour moi, c'est que ce que nous avons asservi à l'opinion publique, ce n'est pas cette mauvaise actualité, parce que dans les rédactions aujourd'hui, dans la presse aujourd'hui, et d'ailleurs dans beaucoup de secteurs, il y a l'égalité des sexes qui est quand même prescrite, et il y a des dispositions légales qui existent pour cela. Il y a des organes qui sont là et qui protègent la femme et qui promeuvent chaque fois l'égalité des sexes, l'émancipation et tout ce qu'il faut. Et il y a des séances de sensibilisation qui sont organisées tout le temps. Et nous, journalistes, d'abord, nous sommes des éducateurs. Nous sommes quand même des gens qui sensibilisent les populations. Et donc, si nous, aujourd'hui, qui sensibilisons, nous, dont se servent les ONG et tous les autres organismes pour sensibiliser les populations, c'est nous-mêmes qui venons aujourd'hui
à dire que nous sommes harcelés et que bon, nous avons accumulé pendant plusieurs années sans avoir dénoncé, alors que nous avons toujours encouragé les gens à aller dénoncer ce phénomène-là, alors que nous sommes un acteur de lutte contre ce phénomène-là. Je pense que ça n'honore pas notre presse, ça n'honore pas notre corporation. Et je sais que dans les rédactions, je sais qu'on nous permet quand même de développer des relations d'égalité entre sexes. Je sais qu'il y a même des femmes qui sont directrices d'organes de presse, il y a des femmes qui sont rédactrices en chef, et donc il n'y a pas une domination des hommes aujourd'hui dans la presse au point où une femme journaliste va se voir empêchée de parler, empêchée de dire non à quelqu'un qui le harcèle, ou va se voir empêchée de dénoncer quelqu'un qui le harcèle au point donc d'aller sur Internet faire cette dénonciation. C'est là où moi je trouve que la société est mauvaise, elle ne nous arrange pas. Parce que celles qui ont dénoncé, c'est vrai, il faut pas les condamner, elles ont raison de dénoncer, mais moi je dis, l'espace sur lequel elles ont fait la dénonciation n'est pas l'espace approprié. C'est pour cela que moi, je n'ai pas aimé leur attitude. Vous n'appréciez pas, je n'apprécie pas le traitement qui est fait de l'actualité. Elles, on les harcèle, c'est vrai, le phénomène existe, c'est vrai, mais je pense que ce n'est pas des gens qui sont indiqués à aller faire cette dénonciation sur Facebook. Elles connaissent plus que les autres femmes, plus que les autres dames, là où il faut pour faire les dénonciations et comment les faire pour ne pas ternir l'image de toute une corporation, pour ne pas ternir l'image de toute une maison, de tout un organe de presse. Je pense que le linge sale aurait pu être lavé en famille, c'est ça? Pas forcément. C'est qu'aujourd'hui, nous avons par exemple l'INPF, l'Institut national de la promotion de la femme. Nous avons le ministère en charge des affaires sociales. Il y a des centres de promotion sociale. Oui. Il y a des ONG. Partout, il y a même le tribunal. Et en dehors de ça, quand vous allez à l'ORTB, il y a l'amicale des femmes. Nous avons aujourd'hui l'UPMB qui est là. Nous avons plusieurs structures, plusieurs organismes vers lesquels ces femmes auraient pu aller faire les dénonciations, soit même écrire, même dans l'anonymat, pour dénoncer ce qui se passe, pour que des enquêtes soient menées. Mais aller sur Facebook pour aller écrire, pour dire qu'on harcèle, je pense que ce n'est pas beaucoup responsable selon moi. D'accord, ce n'est pas beaucoup responsable, mais Alphonse Moïse Soudé, votre co-débatteur, a élevé un certain nombre de griefs contre la manière dont ces harcèlements, ces faits de viol et de violence ont été dénoncés et étalés sur la place publique. Quelle est votre réaction? Non, vous savez, c'est ça le drame, la politique de l'autruche. Très peu de confrères me diront qu'ils ne savent pas que ça se passe dans les rédactions avec les stagiaires. Très peu de confrères me diront qu'ils ne savent pas que ça se passe dans leur rédaction. Les hommes qui savent que ça se passe, sont-ils montés au créneau pour dénoncer? Vous voulez vous dire qu'il y a une conspiration de mais oui, il y a une complicité passive de tout le monde. Parce que c'est facile de condamner les dames. D'accord? Ça, tout le monde sait que dans certaines rédactions, quand vous êtes stagiaire, vous arrivez là, on exige sur vous le droit de cuissage. Mais est-ce que le silence affiché par les victimes depuis des années n'a pas encouragé le phénomène? Oui, le silence, est-ce que c'est souvent volontaire? Vous savez, il y a que, dès que le phénomène se passe, il y a plusieurs personnes qui vous parlent. Non, ne fais pas ça, ne dis pas ça. Tu ne feras pas de bien à la maison, tu ne feras pas de bien à la corporation. Attention, attention. Et ouais, il y a des personnes qui sont là pour vous rassurer, pour dire, il va plus recommencer, on va lui parler, calme-toi. D'accord, les gens se calment. Mais la même personne change de victime, toutes les fois. Et il y a des spécialistes de morale qui vous disent, non, il n'est pas de cette nature-là, faut te calmer. Et l'intéressé. C'est vrai que nous sommes également dans une société où ces sujets-là sont souvent des sujets tabous. Hein. Très bien. C'est du sujet tabou, c'est difficile à une femme d'aller se plaindre de harcèlement sexuel. Vous voyez comment les gens ont parlé? C'est elle-même. Écoute, harcèlement sexuel n'a rien à foutre avec les mœurs légères. Mais si on vous harcèle et vous cédez, vous êtes aussi responsable. Non, justement. Quand une femme décide, j'ai dit, c'est clair, j'ai dit, il ne faut pas qu'on mélange les serviettes et les torchons. On reprocherait à la consoeur d'être de mœurs légères. Ça, c'est un autre débat. Une femme est libre de coucher avec qui elle veut. Mais quand vous lui demandez de vous faire des faveurs sexuelles, refuse, et que vous insistez, ça devient du harcèlement. Elle peut vous dénoncer. Une femme peut décider de coucher avec le planton et refuser de coucher avec le DG. C'est son problème. Mais je dis... Comme on dit, c'est elle qui a sa marchandise, elle sait à qui. C'est ça. Donc je dis, moi, ce qui m'a fait mal, ce ne sont pas les hommes qui ont attaqué la femme. C'est encore les femmes qui se sont levées pour s'attaquer à elle. Ça veut dire que on ne devait pas... Du fait qu'elle est restée silencieuse depuis des années. Mais oui, vous savez, parfois on dit, on prête la bonne foi à la personne pour dire, c'est-à-dire qu'il va changer de comportement. Mais vous constatez que la personne ne change pas de comportement. Moi je dis, elle a tapé du poing sur la table.
L'avantage est que le chef de l'État s'est impliqué personnellement dedans. Et je suis convaincu que si elle avait utilisé les voies et moyens que propose mon confrère, le chef de l'État n'en serait pas informé. Il ne saurait pas que dans son administration, l'administration béninoise, qu'il y a des tordus, des pervers qui officient dans son administration. Vous trouvez que c'est bien que ce soit je suis révélé sur Facebook, les réseaux sociaux? Ça a été révélé. Ça a fait le buzz. Et je dis, je salue la sagesse et la promptitude du chef de l'État, qui a aussitôt rencontré les responsables de l'ORTB. Si elle était passée par les instituts de la femme, personne ne saura jamais que ça se passe comme ça dans cette maison. Moi, c'est depuis que j'étais au collège que j'ai appris qu'il y a des choses comme ça qui se passaient à l'ORTB. Et vous n'avez pas dénoncé? Depuis quand? Donc vous faites partie de ceux qui ont gardé le silence par rapport au phénomène Alphonse Moussidé. Non, je suis élève et que j'ai appris. Je vais vous révéler. Avant de dénoncer quelque chose, Félicien, faudrait dire à quoi avoir les preuves. Est-ce qu'il faut saluer le courage de la consoeur qui a dénoncé ces propos? Est-ce qu'il faut saluer le courage ou plutôt dénoncer son ignorance et son silence affiché depuis des années? Vous savez, moi, ma position en tant que journaliste demeure celle que j'ai décrite tout à l'heure. Je dis, je suis contre la protection de ceux qui harcèlent, des hommes qui harcèlent. Donc, je suis contre la protection de ce phénomène-là. On ne doit pas encourager le phénomène. Il faut dénoncer et punir ceux qui sont auteurs de ces actes-là, parce que c'est des actes qui ternissent l'image de l'administration, qui ternissent l'image donc de la presse, puisque nous parlons de la presse. Donc, ça ternit l'image de la corporation et même des journalistes. Mais je dis, je condamne beaucoup plus les complices. Et les complices, ce sont ces dames-là qui ont accepté accumuler pendant plusieurs années. Je vous dis, nous sommes des journalistes. Si des gens qui sont censés encourager des filles, des jeunes filles de l'école à dénoncer ceux qui les harcèlent sexuellement à l'école, dans les administrations, si c'est celles-là qui en viennent à dire qu'elles ont accumulé pendant longtemps, pendant plusieurs années, qu'elles n'en peuvent plus et qu'elles sont obligées maintenant de venir sur Facebook écrire, mais je vous dis, qu'est-ce qu'elles vont conseiller aux autres filles? D'accumuler aussi, d'accepter aussi, de garder pendant longtemps ces actes-là sur elles et d'attendre peut-être un mois pour balancer ça sur les réseaux sociaux. Notre pays va être cité désormais dans le grand débat, parce que je suis sûr que au niveau lors des forats, lors des réunions, même au niveau international, on dira qu'au Bénin, à l'ORTB, il y a le harcèlement sexuel qui est pratiqué. Il y a même une journaliste qui, pendant plusieurs années, a été harcelée et s'est vue obligée de faire une dénonciation. Ce n'est pas mauvais. Peut-être que ça va permettre à lutter contre le phénomène. Mais je pense que ça donne une mauvaise image à l'ORTB, à l'administration publique et même à la corporation de la presse. Alors que toutes les femmes qui travaillent dans cette maison, ORTB, par exemple, ne sont pas forcément victimes de harcèlement. Mais le fait de le dire sans citer de nom, et s'il y a encore sur Facebook, elle avait même précisé et même donné le nom de celui qui la harcèle, mais ceux qui la harcèlent, je pense que ça protégerait les autres. Mais le fait de n'avoir pas cité, c'est comme si tous les hommes, d'accord, tous les hommes de cette maison-là, c'est leur habitude. Et c'est aussi comme si toutes les autres femmes de cette maison subissent ce phénomène-là et même acceptent et cèdent. Je pense que c'est là où ça ternit l'image de tout le monde, de toute la corporation. Et je ne suis pas d'accord. Vous avez vu, quand elle l'a fait, vous avez vu tout ce que ça a soulevé sur Facebook. On ne sait même pas qui dit vrai ou qui dit faux. C'est pour ça que je suis... C'est pour ça que moi, je salue. La dame, moi, je salue. C'est pour ça que je salue l'implication du chef d'État, parce que, mais je vous dis, c'est un piège. Ça va permettre d'aller à la justice et ça va obliger la dame à dire exactement les noms de ceux qui l'ont harcelé. On veut connaître les noms. C'est pour ça que je salue la démarche du chef d'État. Les gens vont croire que le chef d'État a encouragé peut-être la dénonciation sur Facebook. Oui, je crois que c'est beaucoup plus pour qu'on connaisse sur vos propos. Je suis surpris de la conclusion du confrère. Et je suis convaincu que si elle s'était plainte à l'Institut de la femme, le chef d'État ne serait jamais informé. Je mets au défi. Mais elle aurait pu... Vous pensez que Vicente Saboko, il a dit sur la place publique? Elle aurait pu écrire le chef d'État. Alors si c'est l'implication du chef d'État qu'elle attendait, elle aurait pu écrire le chef d'État. C'est pas un problème. La consoeur n'a pas dénoncé. Et je salue le cadre dans la promptitude du chef de l'État. Que vous souvenez que le recteur de l'université avait sorti un arrêté rectoral pour interdire qu'on transforme les bureaux en bésodrome. Que vous souvenez que le recteur avait déjà constaté et a sorti ça sur le campus. Pourtant, nous sommes d'accord que le phénomène existe. Nous n'avons jamais dit que le phénomène n'existe pas. Mais je dis, le mot de dénonciation, moi je trouve que ce mot de dénonciation n'est pas bon. Celles qui ont parlé, j'ai dit hier quelque part, le procureur de la République très rapidement. Le procureur de la République devrait interpeller une des dames de l'ORTB
qui a fait un audio, qui dit qu'elle est à l'ORTB, ça fait 25 ans. Et dans son audio, a cité énormément de personnes qui auraient eu des relations avec Angela. Il a même cité un nom qui dit, celui-là lui aurait construit une maison, elle. Non, ça c'est des propos diffamatoires, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la femme dans la maison. Moi, je pense que ta consoeur le procureur a de mauvais comportements. Quel est le rôle qu'elle a joué? Moi, je dis, je m'en fous du comportement de Angela. Mais je dis, elle a dénoncé, elle a mis le pied dans la fourmilière. Et ceux qui avaient la braguette toujours ouverte. Est-ce que le phénomène ne leur a pas profité? D'autant plus qu'elles ont obtenu cette promotion à travers... Le voleur qu'on a crucifié avec Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a été toujours voleur, mais au dernier moment, il s'est repenti. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il faut mettre fin. Et si le chef de l'État, je suis sûr, les têtes ont commencé par tomber. On va continuer, on va assainir. Parce que quand vous payez les études à votre enfant finit d'étudier, votre enfant a les capacités intellectuelles pour aller travailler. Votre enfant doit soutenir son mémoire. Votre enfant doit faire un stage. Il faut que un QIDAM valide son certificat de stage. Son mémoire. Son mémoire et lui impose d'aller au sexe. Non. Vous n'allez pas accepter. Il faut dire à votre enfant de dénoncer aussitôt. C'est-à-dire qu'aussitôt harcelée, il faut qu'elle dénonce, qu'elle n'accumule pas. Qu'elle n'attende pas plusieurs années après pour aller écrire le déclic est sonné à travers la déclaration donc de notre conseil, qu'il faut pas, on ne doit pas s'en réjouir. Moi, je crois que on va peut-être s'en réjouir, mais est-ce que ça va changer quelque chose dans ce qui se faisait? Je ne sais pas. Je le dis parce que il y a déjà. Pessimiste. Non, je ne suis pas. Pas que je suis pessimiste. Je ne sais pas si les têtes qui tombent, si c'est dû c'est lié à ce phénomène-là, parce que sur la note de service que moi j'ai lu, ils n'ont jamais fait allusion à cela. C'est pour nécessiter le service. Donc, nous attendons que le procureur de la République se prononce d'abord et que la justice d'abord tranche. Sinon, ce serait trop tôt de commencer par doigter ou bien pointer d'un doigt accusateur certaines personnes. Mais je dis, il y a des séances de sensibilisation, il y a des travaux qui se font déjà depuis longtemps. Sur cette ORTB-là, je dis, moi j'interviens dans le cabinet d'un ministère qui a fait passer plus de 4-5 fois déjà des séances de sensibilisation grand public des filles contre le harcèlement sexuel et a appelé, et j'ai dit, ministre de la République qui appelle des filles pour dire, dénoncer, parler quand ça ne va pas, dites au monsieur, je vais te dénoncer, menacez-le, s'il n'écoute pas, dénoncez-le effectivement. Et on attend malgré tout ça là, et on attend d'abord de perdre peut-être son poste, de perdre un avantage avant d'aller écrire sur Facebook pour dire, j'ai failli, mais non, et puis, non, je dis, c'est ne pas bon, ça c'est vouloir tenir l'image de toute une corporation, de toute une maison, de tout un organe. Je dis, je ne suis pas d'accord. Pour ce mode de dénonciation, ce n'est pas bon. Disons à nos enfants filles, disons à nos enfants filles de dénoncer aussitôt, de ne pas accumuler. Quand quelqu'un lève, met la pression, de dire en même temps, monsieur, méfie-toi, et de signaler ça à qui de droit, énormément. C'est cela en fait, c'est de ça qu'il s'agit pas. Jusque-là, la dame en question n'a pas encore cité un seul nom, en tout cas à notre connaissance, ce qui n'est pas bon. Ça sème de la confusion dans la maison. Le chef de l'État se saisit personnellement de ce dossier. Il a reçu la victime qui s'est dénoncée également, certains responsables de l'office. Il a promis assainir un peu l'administration publique de ces travers qui ne doivent pas rimer avec le style de gouvernance qu'il entend imprimer à l'État. Pensez-vous qu'on puisse véritablement enrayer le phénomène de harcèlement sexuel? Oui, je crois que on peut freiner le phénomène. Moi, je crois que ce que le chef de l'État a fait, les gens vont prendre conscience. Et il y a des personnes qui parlent déjà. C'est pas qu'ils parlent sur la place publique. Il y a des structures d'État dans lesquelles les gens sont garés. Les gens sont garés parce que le boss demande à coucher. On dit non, le boss dépose. Il y en a plein. Je dis, ça va provoquer le déclic. Les jours à venir, vous allez voir. On va créer peut-être une cellule spéciale pour ça, dirigée depuis la présidence. Parce que moi, personnellement, je ne fais plus confiance aux autres structures qui existent pour lutter contre ça. Parce que, vous savez, donc on va espérer très rapidement. Mais quand une jeune fille va dénoncer quelqu'un de puissant, oui, c'est pas facile que ceux qui vous écoutent livrent ce puissant-là. D'accord. On va espérer, Félicien. Et permettez qu'on évolue dans le débat. On va espérer que les choses rentrent dans l'ordre et que le chef de l'État donne véritablement corps à son ambition de lutter
et d'enrayer ce phénomène-là qui constitue un travers pour nos administrations, tant aussi bien publiques que privées. Nous allons très rapidement aborder le deuxième sujet de ce décryptage qui a bien entendu trait à la réouverture annoncée des classes, la reprise donc des cours dans cette atmosphère de coronavirus. Je vais vous demander de noter cette actualité avec les différentes mesures prises par le gouvernement lors du Conseil des ministres tenu le mercredi dernier. Je commence par vous, Félicien Fayon. Quelle est votre note sur ce sujet-là? Sur ce sujet, moi je donne 10. 10, vous donnez 10, le carton plein pour le gouvernement. Ouais. Merci, Alphonse Moïse Soulé, je viens à vous. Moi, je donne la note 2. Vous donnez 2. Vous donnez 2. Visiblement, les confrères de ce matin ne sont pas en harmonie par rapport au sujet. Je commence par vous, Félicien Fagnon. Est-ce que le gouvernement ne court-il pas un risque en demandant de rouvrir les classes alors que la menace du coronavirus, du Covid-19 est encore persistante? Vous savez, quand le gouvernement du Bénin a commencé à prendre des mesures par rapport à cette maladie, à ce virus qui donc fait ravage dans le monde, beaucoup critiquaient. Mais vous avez vu les grandes nations, les grands États, ils sont obligés de revenir sur leurs décisions pour commencer par suivre, pas forcément le Bénin, mais pour commencer par imiter en quelque sorte les mêmes décisions que le Bénin a prises. Tous les États qui sont allés en confinement général, que des gens ont demandé, des citoyens ont demandé dans ce pays pour dire allons en confinement, fermons les aéroports, fermons les frontières, il faut. Tout ce que les gens demandent, tous les États qui l'ont fait, non seulement ils regrettent aujourd'hui, mais ils sont déjà essoufflés, ils sont déjà fatigués. Et donc nous ne sommes pas tenus de copier l'Occident sur ce plan-là. Chacun gère selon son pays, selon l'atmosphère qui vit dans son pays, selon l'atmosphère non seulement politique, mais aussi économique de son pays, les réalités de son pays. Le Bénin continue d'augmenter. Bien sûr, vous savez, les cas, il faut pas aussi oublier que au fur et à mesure que les cas positifs augmentent, il y a des cas de guérison. Nous sommes déjà à plus de 50 cas de guérison enregistrés au Bénin. C'est important, extrêmement important. Et nous sommes qu'à 2 cas seulement de décès au Bénin depuis plus de 2 mois que cette crise s'est vue au Bénin. Alors que dans des pays où ces mesures extrêmes-là ont été prises, il y a quand même des milliers de morts. C'est pour dire que nous ne sommes pas tenus de les copier. Nous avons des réalités différentes. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, tout ce que le gouvernement a pris comme mesures, notamment concernant les écoles, oui, on va y revenir. D'accord, qui vont rouvrir dès lundi pour certaines classes, je pense que ces mesures sont salutaires. Et le gouvernement n'a pas pris cette décision-là en l'air seulement. Il veillera à ce que chacun respecte les mesures barrières. Ça, c'est clair. Le gouvernement est là pour nous protéger. Alphonse Moïse Soulé, le gouvernement qui a pris la décision de rouvrir les classes et de maintenir quand même certaines restrictions liées à sa ligne de défense contre ce Covid-19. Est-ce que les décisions prises quand même vous rassurent? Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi on parle. Je ne sais pas de quoi on parle. Parce que ce matin avant d'arriver ici, j'ai appelé un collègue qui a une terminale B de 90 élèves. Il a une terminale B de 90 élèves, une terminale A2 de 118 élèves. Comment va-t-il les gérer s'il le prend? Il met les 90 dans une même classe. Est-ce que nos collèges disposent suffisamment d'infrastructures? Le gouvernement a convié les établissements à trouver les moyens de je suis d'accord. Si on prend 90 élèves, c'est qu'on va diviser ça peut-être, on va dédoubler ça, on va faire 3 ou 4 classes. Est-ce qu'on a l'infrastructure qu'il faut pour gérer les dédoublements? Est-ce qu'on a le nombre d'enseignants qu'il faut? Est-ce que le ratio élèves, enseignants, classe? Mais là, vous donnez là un exemple qui ne fait pas l'unanimité. Non. On dit qu'on ouvre les classes le lundi 11 mai, j'ai le relevé du conseil, dans la perspective de la tenue des examens de fin d'année. Je suis d'accord. Les élèves de 6e n'ont pas d'examen de fin d'année. Oui. Les élèves de 5e n'ont pas de fin d'année. On suppose qu'ils sont un peu plus responsables parce que j'ai dit, les classes qui ne seront pas ouvertes. Moi, j'ai l'impression que, parce qu'il y a certains syndicalistes qui avaient fait des propositions. Ce qui aurait été bien, c'est qu'on donne d'abord la priorité aux élèves en classe d'examen. C'est ce que le gouvernement a fait, non? Non, attention, c'est pas ce qu'on a fait. C'est de la 6e en terminale. Je parle de collège et lycée. C'est de la 6e. C'est-à-dire qu'on revient tel qu'on est parti. Il y a des collèges dont l'effectif avoisine 3000 élèves. Comment va-t-on les gérer? Deuxième chose, quand j'ai lu en intégralité le Conseil des ministres, on n'a parlé que du public. Les Béninois qui ont mis les enfants dans le privé ne sont-ils pas des Béninois? Sont-ils des personnes naturalisées Béninois? On n'a pris aucune mesure
vis-à-vis des écoles privées. Pourtant, dans ces écoles privées, il y a de l'effectif. Pourtant, dans ces écoles privées, il y a des Béninois. Et ce que je crains, parce que les enfants étaient allés en congé, on n'avait même pas dépassé encore la centaine de cas quand on a mis les enfants en congé anticipé. Mais chaque jour que Dieu fait, ces enfants qui vont revenir, nous ne savons pas où ils ont séjourné. Nous ne savons pas avec qui ils ont séjourné. Vous ne pensez pas qu'en ouvrant les classes comme ça, en permettant à tout le monde, je parle du collège bien sûr, en permettant à tout le monde de reprendre, qu'on va augmenter le nombre de cas. On aurait pu dire priorité d'abord aux classes d'examen. Et quand on va finir les examens, on peut ramener les classes intermédiaires parce que certaines salles se seraient déjà libérées. Certains enseignants se seraient déjà libérés. Mais là, on ne risque pas là de rallonger indéfiniment l'année, autant plus mais vous voyez ce qu'on a dit de semaines à faire pour valider. Écoutez, on a dit pour les élèves de CI au CME. J'ai vu le co-débatteur mettre quelques signes. Oui, tout à l'heure. Le confrère, le doyen Soudé, quand même intervient dans les collèges. Il est un enseignant. Oui. Et donc, en réalité, c'est un sujet qu'il maîtrise mieux que quiconque ici sur ce plateau. Oui. Mais il semble qu'il y a des détails qui lui échappent. Vous savez, si par exemple, d'accord, le gouvernement décide d'autoriser la réouverture des collèges et au niveau des écoles publiques, des écoles primaires, seulement les CM2 pour leur permettre donc d'aller aux examens, et c'est bien précisé qu'il est demandé au chef d'établissement de prendre les mesures qu'il faut. Et quand on le dit, c'est qu'on peut utiliser les classes vides au niveau des primaires. D'accord? Pour que certains collèges aillent travailler. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une commune, sauf les communes qui ne sont pas bien tracées, quand vous êtes dans une commune, quand vous voyez un collège, c'est que les infrastructures publiques sont pratiquement dans les mêmes endroits. D'accord? Et puis non, aucune mesure n'a exclu le privé. C'est pour ça que j'ai été surpris qu'on dise qu'on a laissé le privé. Aucune mesure n'a exclu le privé. Il n'a été mentionné nulle part dans le Conseil des ministres que le privé est exclu des mesures qui ont été prises. C'est nous qui avons fait cette déduction, mais c'est une mauvaise déduction. Parce qu'on parle des écoles, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas de problème. Et quand on avait fait les mesures, on n'avait pas spécifié public et ou privé. Non. Donc, les mesures qui ont été prises concernent l'école béninoise. C'est ce que moi, je comprends de cette décision-là. Et donc, dire que, parce que le doyen même sait, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que les syndicalistes veulent, qu'est-ce que les enseignants veulent? Veulent-ils qu'on invalide l'année? Ils savent qu'avant qu'une année ne soit valide, il y a un certain nombre de semaines à faire d'abord dans l'année avant qu'on nous déclare l'année valide. Il faut exécuter le programme à un certain seuil d'abord. Sinon, c'est que l'année n'est pas validée. Donc, si, là où nous sommes maintenant, le gouvernement décide de dire, je n'ouvre les classes. Parce qu'il y a coronavirus, c'est qu'on risque d'invalider l'année. Et quand on valide l'année, ça, c'est d'autres conséquences que nous ne savons pas encore. Il faut que nous apprenions à vivre avec le coronavirus, comme on l'a dit. Aujourd'hui, on vit avec le paludisme. Aujourd'hui, nous vivons avec le sida. Aujourd'hui, on vit avec Ebola et autres. Donc, il faut qu'on ait, parce qu'on ne sait pas encore quand est-ce que ça va finir. On va fermer les écoles jusqu'à quand? Les écoles resteront fermées jusqu'à quand? Jusqu'à quel mois? On ne sait pas encore. Donc, nous sommes obligés d'aller, mais il revient à chacun. Parce que quand le gouvernement a demandé aux enfants d'aller en congé anticipé, on a demandé à chaque parent de prendre soin des enfants. Si quelqu'un a laissé son enfant dans la nature et que l'enfant est allé contracter le virus, ça veut dire que ça fait son problème. Et si un parent d'élève laisse son enfant aller à l'école peut-être sans masque parce qu'on va le lui donner à l'école, ça veut dire que ça fait le problème de ce parent. Il lui revient à chaque parent de prendre soin de son enfant. C'est clair. D'accord. Et les enfants ont été épargnés, au moins pour la période à compter du 11. Le gouvernement a dit que pour la maternelle, par exemple, ils sont admis, ils vont reprendre l'année. Non, maternelle, ils sont en vacances. Du CI au CME, quand même, ils ne sont pas concernés par la reprise des cours. Est-ce que c'est des mesures quand même qui ne sont pas rassurantes, d'autant plus que on sait que c'est des êtres les plus vulnérables de l'école? Oui, je voudrais revenir sur. Puisque de l'autre côté, il faut dire que les enseignants et les personnels administratifs et sociaux subissent déjà des tests de dépistage systématiques. Je voulais rappeler à mon collègue, quand j'ai dit que je n'ai pas vu qu'on ait parlé du privé, je vais vous lire exactement. Allez-y. L'obligation du port de masque pour les usagers, apprenants, enseignants, divers personnels de soutien. Pour ce faire, il sera procédé à la distribution gratuite des masques dans les écoles, collèges et universités publiques. Point virgule. À la ligne, deuxième tiret. Vous auriez voulu que le gouvernement. Que le gouvernement fasse distribuer des masques dans les écoles privées, alors que les écoles privées perçoivent des contributions et tout ce qu'il faut. Donc, déjà, non, je pense que on va pas demander au gouvernement de faire ce qui dépasse donc ces moyens. Les privés sont là. Si dans un public aujourd'hui, vous payez 8 000 francs pour votre enfant, c'est que dans un privé, vous payez 200 000.
Et vous voulez que ce soit le même gouvernement qui n'a pas encore fini de couvrir tous les établissements publics. Ce même gouvernement, c'est à lui d'aller faire distribuer les masques dans les écoles privées. Je pense que non. Chaque école privée qui pense continuer pas à ouvrir ses portes n'a qu'à prendre les mesures qu'il faut. Et il y a des universités privées qui ont déjà pris la route, qui ont déjà pris la mesure des choses. Il n'y a pas de discrimination de ce fait? Il n'y a pas de discrimination. On a dit privé. Et donc, quand on a dit privé, c'est que l'État, il y a un contrat qui vous lie avec l'État. C'est un point très. Le reste, c'est que vous faites tout pour vous adapter à la mesure exigée dans le pays. Est-ce qu'il n'appartient pas faire l'obligation à l'établissement privé également de prendre leurs dispositions pour accompagner les mesures du gouvernement? D'autant plus que les recommandations du gouvernement étaient formelles. J'ai eu la réponse à laquelle je m'attends. Oui, laquelle? Si dans le privé, ils ne prennent pas les dispositions, il y a des cas de contamination, vous pensez que ceux qui sont dans le public seront épargnés? Si un privé ne prend pas les dispositions, le privé va fermer. C'est clair. Si ils n'ont pas les moyens de faire le dépistage progressif systématique et progressif des enseignants, ils vont fermer. Vous pensez que s'il y a des cas de contamination, ça va épargner le public? Je dis et je répète, qu'on soit dans le privé, qu'on soit dans le public, nous sommes tous des Béninois. Nous sommes des Béninois. Des institutions internationales ont fait don au pays. Nous payons les impôts. Nos parents payent les impôts. Et étant donné, si on prend des mesures pour le public, ça doit impacter le privé. Qu'on ne nous dise pas que là-bas, on gagne de l'argent. Non, nous sommes tous des Béninois. Et là, je ne suis pas d'accord avec mon collègue. Je dis, si on veut ouvrir l'école, la preuve, vous pensez que les écoles privées ne payent pas de redevance à l'État? C'est des entreprises. Pour que si l'État prenne des dispositions, c'est des entreprises. On tienne compte c'est des entreprises. Les promoteurs de ces écoles privées, de ces établissements privés font des affaires. Je suis désolé. Ils font des affaires. Non. Ce n'est pas les privés font des Chinois. Ce n'est pas les privés font des Togolais. Ce n'est pas des Béninois. Ce n'est pas que du social dans les établissements privés. Je vous dis, les promoteurs font de bonnes affaires. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Non, il faut qu'on soit clair là-dessus. Si un promoteur du privé n'est pas d'accord, qui vient démontrer que lui ne fait pas d'affaires sur les frais de scolarité que nous payons. Et donc à partir de cet instant, chacun n'a qu'à prendre les dispositions qui conviennent. L'éducation, chaque confrère la sécurité encourage cette discrimination. La sécurité de nos enfants soit assurée dans les établissements privés. Merci à vous. Sinon, le gouvernement n'a qu'à prendre les dispositions pour procéder à la fermeture de ces établissements-là. Merci à vous, chers confrères. Je pense que nous sommes au terme de ce décryptage au cours duquel nous avons abordé deux principales questions, le harcèlement sexuel qui défraie la chronique depuis quelques jours, également cette mesure annoncée par le gouvernement de rouvrir les classes, de reprendre les cours à compter du 11 mai prochain. Merci d'avoir accepté d'animer cette émission avec nous. Je rappelle que j'avais sur ce plateau Alphonse Moïse Soudé, il est analyste politique. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Face à vous, il y avait Félicien Fagnon, journaliste au quotidien Le Matinal. Mesdames et messieurs, merci pour ce décryptage de ce 14e numéro de votre émission Carré Politique. Dans l'instant qui va suivre, je vais recevoir par ici Zakiat Latungi. Elle est la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Avec elle, nous ferons l'état des lieux de la liberté de presse au Bénin. Caro. Non, il faut partir, c'est bon. Aïe, il est soit il a mieux. C'est ça une erreur. Des moments que tu as quoi, tu vas voir pif. Pourquoi depuis tout le temps que vous voyez les amis que j'arrête? Je t'ai parlé. Moi, c'est Midjan, c'est Midjan. Il y a Semidjan et il y a Semidjan. Attends, nous voulons deux. Ah, voilà. C'est bon. Tu vois, moi, je prends toujours le Semidjan Mobile Money. Et à ton âge, tu dois l'adopter. Adoptez les nouveaux SIM formés et accrédités. Avec MTN SIM Choco, c'est la sécurité garantie et jusqu'à 900 francs de bonus d'appel. Tapez simplement étoile 410 et payez vos courses. Pour consulter votre bonus, composez étoile 124, étoile 265, dièse. Oui. Top là. Choco. Ils sont branchés, hein? Everywhere you go.